Mais ayons confiance en notre naturel jusqu'à preuve du contraire, et pas le contraire. Et dans ces sociétés multiculturelles, aujourd'hui, ces sociétés post-modernes, nos rapports au corps ont changé. J'entends par société postmoderne, bien sûr, toutes celles qui appartiennent à notre temps, celles du monde entier, pas uniquement les sociétés occidentales, justement. Et nous sommes capables de reconstituer des visages, nous sommes moins esclaves de la douleur aussi, nous sommes capables de remodeler telle ou partie du corps. Donc nous avons une nouvelle manière de l'exposer, de l'habiller. On a parlé de la pudeur, mais la pudeur ne doit-elle pas imprégner nos œuvres d'art, justement, afin d'empêcher une surenchère de la chair? Au final, est-ce que ce ne devrait pas être la limite? Vous avez dit que d'un point de vue de l'éthique islamique, c'était le cas. Et si vous prenez ces sociétés multiculturelles, notamment la France, qui connaît donc une communauté aussi des citoyens français de confession musulmane, comment eux, quelle marge de manœuvre ils ont? Qu'est-ce qu'ils doivent soumettre à leur éthique? Parce qu'on est responsable de ce que l'on voit, mais à un moment donné, on vit dans une société qui n'a pas cette vision forcément musulmane de l'éthique dont vous avez parlé. Est-ce que la pudeur doit imprégner une œuvre d'art? Pour vous, vous avez un petit peu répondu tout à l'heure, même clairement en plus, mais pour empêcher la surenchère de la chair au final. Oui, moi je pense que la pudeur, c'est fondamental. Je veux dire, je comprends que l'art ait une fonction provocatrice parce qu'il va jouer sur les limites, mais la fonction provocatrice pour questionner les limites ne veut pas dire qu'on soit dans l'excès. C'est-à-dire qu'il faut toujours trouver une forme de juste milieu. Et donc la pudeur, elle est importante aujourd'hui dans les sociétés postmodernes. Je dis, vous savez, dans le monde, vous allez en Inde, vous allez en Amérique du Sud, vous allez en Afrique et vous allez vous rendre compte que les gens ont un rapport à la pudeur qui est complètement différent. Aujourd'hui, il faut effectivement, dans ce que l'on exprime, dans ce que l'on dit, il faut 3 types de pudeur. La première, elle n'est pas simplement la pudeur du corps, elle est la pudeur intellectuelle, c'est-à-dire que pour n'importe quel artiste, il faut faire attention que le sens de l'esthétique ne confine pas la vulgarité. Il faut éviter le vulgaire au nom de l'art. Et donc c'est la terminologie, c'est la façon de s'exprimer, qu'est-ce que l'on montre. Il y a des choses dont le cœur naturellement sent qu'il y a de la vulgarité. La deuxième des choses qui est au-delà de la pudeur verbale, il y a la pudeur intellectuelle, c'est-à-dire les sujets que l'on traite. Il faut célébrer les dignités humaines, il faut célébrer même les souffrances, il faut savoir même dire le plaisir et le désir, mais avec une pudeur qui, encore une fois, ne s'impose pas de ne rien dire, mais fait attention à la façon de dire. Et puis, la pudeur sur les corps, cette expression-là. Alors, encore une fois, il ne faut pas que nous soyons des obsédés de ne rien voir, mais il faut qu'il y ait des limites. En bout du compte, est-ce que l'on parle à l'imaginaire qui s'élève ou est-ce que l'on parle à l'instinct qui s'enferme? C'était la question que Baudelaire posait au début des Fleurs du Mal. Alors justement, il y a d'autres manières que d'avoir une réflexion sur des valeurs pour établir des limites, des règles. C'est de les imposer par le droit, donc par l'action politique. Vous avez déclaré en France que ce n'est pas parce qu'il y a eu la séparation de l'Église et de l'État qu'il ne devrait pas y avoir d'éthique en politique. Et comme vous le savez, ce principe de séparation, cette loi, la laïcité, souffre de plusieurs définitions idéologiques. On le voit, qui se distinguent par le fait de plus insister sur un article de la loi qu'un autre, voire fondé sur aucun des articles. Monsieur Ramadan, en France, la définition idéologique dominante ne s'inscrit pas dans le pluralisme, c'est le moins que l'on puisse dire. Alors, les citoyens français de confession musulmane doivent-ils soumettre leur éthique, leur rapport aux lois? Écoutez, d'abord, c'est une chose qui est déterminante. Ce que vous venez de dire là est déterminant. C'est-à-dire qu'il y a le cadre légal de la laïcité et puis il y a son interprétation idéologique à géométrie variable. C'est-à-dire on utilise la laïcité pour intégrer certains, désintégrer d'autres, inscrire certains dedans, inscrire d'autres dehors. Et très souvent aujourd'hui, c'est les musulmans qui sont à l'extérieur. Parce qu'il y a une lecture idéologique du cadre de la loi. Ce que doivent faire les citoyens français de confession musulmane, d'abord, c'est de revenir à la loi, sa lettre et son esprit, et puis ils verront qu'ils n'ont absolument aucun problème avec la lettre et la loi de l'esprit. Maintenant, dire que nous séparons les autorités, qu'il n'y a pas pour l'autorité religieuse à s'imposer sur l'autorité de l'État est une chose. Dire que des principes éthiques sont complètement absents de la vie politique, c'est tomber et verser dans le machiavélisme. C'est Machiavel qui disait ceci, qu'en politique il n'y a pas d'éthique et que finalement tous les moyens sont bons, seul compte la fin. Non. Il faut aujourd'hui, on s'en rend compte dans
tous les univers politiques où il y a corruption, où il peut y avoir dictature, où il y a des malversations, eh bien nous avons besoin d'une éthique en politique. Nous avons besoin que des valeurs soient fondatrices. Il faut lutter contre la corruption, il faut lutter contre le despotisme, il faut lutter pour la transparence. Tout ça, c'est de l'éthique en politique, comme il faut de l'éthique en économie. L'éthique est constitutive de la dignité humaine, on le sait. Alors, il ne s'agit pas, encore une fois, d'y revenir par imposition, mais y revenir par inspiration nécessaire. D'accord. Et parfois, comprendre la loi, c'est-à-dire revenir faire une certaine forme... Pour les citoyens français de confession musulmane, il apparaît important de faire un certain travail d'empathie, notamment sur l'histoire de France, puisque, comme on le voit dans la mémoire, dans les institutions qui, par définition, donc, sont de la mémoire, est inscrite les guerres de religion entre protestants et catholiques. Ça a été très, très, très difficile, mais est-ce que cela suffit de comprendre son histoire, du pays dans lequel on vit, de comprendre la loi, puisqu'il est vrai que si on revient au texte, très rapidement, on s'aperçoit que l'esprit libéral de son initiateur est présent dans les articles, très concrètement. Alors, jusqu'où doit-on soumettre à l'éthique nos rapports à ces lois, puisqu'à un moment donné, concrètement, si je prends un exemple, celui d'un chef d'entreprise français de confession musulmane, qui aurait eu affaire à un conflit entre des salariés athées et ceux d'autres confessions. Un problème d'ordre organisationnel, d'horaire, de cantine ou autre, ou lié même à la période du jeûne de Ramadan. Quelle est sa marge de manœuvre, encore une fois, entre l'éthique générale, le cahier des charges de l'entreprise, et quelles doivent être ses priorités? Écoutez, d'abord, les choses sont extrêmement simples. Il y a une loi, il y a un cadre légal, et puis la charge du chef d'entreprise, c'est le respect de la loi. À l'intérieur du respect de la loi, il a des latitudes pour gérer son entreprise comme il le veut, en accord avec ses salariés ou dans le cadre qui sera le sien. Donc il faut qu'on fasse attention à une chose, le cadre de la loi n'est pas restrictif. Je veux dire, on a une marge de manœuvre à l'intérieur de la loi, dans les entreprises privées, dans les entreprises que l'on gère, qui est tout à fait phénoménale. Il y a une très très grande liberté. Ensuite, il y a le service public. Et le service public, on y respecte la loi sans aucune discussion. Après, à l'intérieur du respect, dans le cadre du respect, on peut établir le bon comportement. On peut ajouter à la règle l'éthique, le bon comportement.